Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma, qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous? Dans cette capsule perdue dans l'espace, que constateraient-ils de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde? Bonjour Rita, Bonjour Seb. bonjour à tous. Pour ce 6e épisode, on va s'intéresser à la figure de l'élu, figure aux allures assez prophétiques de sauveur de l'humanité. Bien entendu, la référence à la figure christique, celle du Messie, se fait rapidement, mais justement, on a voulu prendre un autre tournant, plus contemporain, et donc on laisse le sujet religieux de côté. Voilà, ça, c'est fait. Ça c'est dit. L'idée, c'est de regarder du côté de nos grands héros contemporains, et pour le coup, on se rend compte que c'est une figure très populaire, que ce soit Star Wars, Harry Potter, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, Katniss dans Hunger Games, tous les super-héros Marvel, James Bond, etc. La liste est longue, beaucoup trop longue. Arrêtez, s'il vous plaît. Et premier constat, en fait, déjà, il y a beaucoup de héros masculins, tout simplement. Et tous présentent cette caractéristique du héros qui est l'élu, soit par une prophétie, soit par des aptitudes hors du commun, ou une prédestination liée à un héritage. Alors de base quand même pour revenir à l'Antiquité et à la mythologie, parce que c'est c'est la base de tout. Donc le héros est un personnage qui est doté en général d'un héritage qu'on va dire double, soit c'est une figure de demi-dieu, donc l'union d'une ou d'un mortel et d'une divinité on va dire. Et du coup par conséquent, il possède des aptitudes qu'on va dire extraordinaires. Souvent, la caractéristique principale du héros, c'est, on va parler de courage, de générosité, voire même du sacrifice de sa propre vie, afin de faire face à la mort et souvent même de pouvoir combattre le grand méchant, entre guillemets, qui menace l'humanité. Alors bien entendu, on peut faire le rapprochement avec le héros aux 1000 visages de Campbell et sa structure du voyage intérieur et extérieur du héros. Donc en gros, Joseph Campbell, c'est un scénariste, je crois, hein. Je sais même pas qui c'est. Je connais deux noms, mais oui, je sais pas sa profession pour le coup. Ok, à checker. Mais en gros, l'idée de Campbell, c'était de prendre ce qu'on appelle le voyage du héros, donc de prendre le récit, on va dire, initiatique, et d'en faire un schéma. Donc c'est un schéma à 12 étapes. Bref, on mettra des liens en description si ça vous intéresse d'aller voir plus précisément ce que c'est. Bah déjà, rien que taper le héros aux 1000 visages de Campbell, il y a plus ou moins toutes les infos. Souvent, il y a même des schémas. Donc en fait, c'est une forme de roue avec 12 étapes qui expliquent le voyage extérieur, on va dire, donc la confrontation du héros avec le monde extérieur. Donc ce qu'il va vivre, par exemple, comment il vit dans son monde ordinaire, l'élément perturbateur, etc. Donc en gros, c'est le schéma narratif. Et ensuite, lui, il a couplé ça avec ce qui s'appelle le voyage intérieur. Donc, en gros, comment le héros va évoluer, on va dire, émotionnellement par rapport à ce qui se passe dans l'extérieur de l'action, donc dans l'aventure. Et souvent, on se rend compte quand même que tous les films qu'on a cités plus haut se basent, je dirais, à 99% sur ce schéma de Joseph Campbell. Disons que ça sert de blueprint à pas mal de scénaristes, à pas mal de grands auteurs d'histoire, on va dire. Bah, souvent, quand même, on dit que c'est l'anatomie parfaite d'un scénario ou d'un récit. Si on suit en général cette formule-là, on arrive plus ou moins à un récit cohérent et qui va, on va dire, parler à la majorité des gens. Exactement. Alors aujourd'hui, on a 3 films américains. Ah oui, parce que forcément, on peut pas parler héros sans parler des États-Unis. Non, c'est pas c'est pas une critique ou quoi, mais c'est vrai quand même qu'on remarque que dans le cinéma américain, dans le cinéma hollywoodien, la figure du héros est, on va dire, omniprésente et importante. Exactement, et tous les films qu'on a cités en haut, que ce soit Star Wars, Harry Potter, Frodon, Katniss. Ouais, Harry Potter, c'est british. Oui, mais c'est une production, je pense, américaine. Enfin, c'est Warner, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est british. Ok, my bad. Est-ce que ça... C'est anglo-saxon, c'est la même chose. Oui, mais en fait, c'est les figures... Enfin, ok, on va pas faire un cours d'histoire, mais que ce soit les Américains ou les British, ils ont quand même une origine commune. Donc je pense qu'au niveau de leur mythologie propre, il y a des choses qui se regroupent. Donc oui, ok, on s'en fout. Oui. Exactement. Et du coup, ces 3 films américains, malheureusement, on ne peut pas parler de la figure du héros sans parler un petit peu de l'histoire un peu des États-Unis. Et en fait, ça vient typiquement d'un héritage culturel et idéologique qui date des premiers pèlerins, puis de la conquête de l'Ouest, et enfin des émigrés venus aux États-Unis pour avoir une meilleure vie. Avec notamment cette idée de la promesse pour les nouveaux arrivants d'un lopin de terre avec son lot de richesses qu'elle peut engendrer. Et surtout,
L'idée que si on travaille assez pour la faire prospérer, avec cette idée de l'American Dream, tout ça, et c'est là, en fait, le cœur du héros américain, c'est l'idée que chaque individu est maître de son destin. Peu importe sa condition sociale, avec du travail, on peut atteindre tous les horizons. C'est cette idée de la success story américaine, l'idée d'un pecno parti de rien, qui a eu une bonne idée, boum, et qui maintenant est à la tête d'un empire. Et en fait, c'est la même chose pour les héros, pour cette idée d'élu. À savoir que seul réside en nous le potentiel pour devenir grand, comme un gisement intérieur qu'il fallait exploiter pour réaliser nos rêves. Oui, en gros, ce qui nous intéresse là avec cette figure du héros, c'est qu'on a vu le point de vue mythologique, on a vu le point de vue, que ce soit mythologie au sens de l'Antiquité ou mythologie au sens de la mythologie propre à l'Amérique, par exemple. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est pour ça qu'on a laissé la figure religieuse de côté, ce qui nous intéresse, c'est de regarder, ok, c'est quoi le point de vue contemporain sur la figure de l'élu? C'est quoi aujourd'hui être un élu et comment on le montre à travers la narration ou la mise en scène? Exactement. Bienvenue dans Cinématrice. Ouais. Bon, on le dit à chaque fois, mais on le dira jamais assez. Attention spoiler, regardez les films, c'est important. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Merci. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer par un film que j'apprécie tout particulièrement, qui je trouve un des meilleurs films d'animation des années 2010. J'ai nommé La Grande Aventure Lego. Alors, c'est un film écrit et réalisé par le génialement duo Phil Lord et Christopher Miller, qui sont réalisateurs notamment des deux films 21 et 22 Jump Street et de Bataille de boulettes de géants, tout ça. Voilà. Et le film a aussi été écrit par Dan Hageman. Voilà. Au niveau de l'interprétation, en VO, on a Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks et Morgan Freeman. Pour ce qui est du film, globalement, il a eu un très bon accueil critique et public avec pas mal de récompenses. Voilà. Pour le synopsis, nous avons Emmett, un personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné parmi d'autres dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire Lord Business, un redoutable despote. Mais le pauvre Emmett n'est absolument pas prêt à relever un tel défi. Quand t'as dit La Grande Aventure Lego, directement après, j'ai eu la musique Everything is awesome. C'est ouf, Non, le mais- rapprochement, là. Ce film a fait du conditionnement avec mon cerveau. À chaque fois que tu dis Lego, maintenant j'ai la musique Everything is awesome. C'est horrible. Tu sais qu'après l'avoir vu, j'ai dû avoir la musique, je pense, 2 jours dans la tête. Putain, moi ça m'est jamais venu trop en tête. J'avais plus celle du deuxième en tête, mais ouais, faudra que tu regardes le deuxième, rien que pour ça, faudra que tu regardes le deuxième, c'est très drôle. Bref. Oh là là, mais ça, tu peux le mettre. Mon commentaire, mets-le, s'il te plaît. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. Qui a eu un conditionnement après avoir vu ce film au niveau de... Non, mais c'est pas possible. Je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça fait ça. Alors, on débute le film sur Emmett, qui est un personnage monsieur tout le monde et en même temps personne à la fois, qui vit une vie de citoyen lambda, premier degré. Et quand je dis premier degré, c'est poussé à son paroxysme, où c'est un personnage qui doit suivre des instructions le matin pour, je cite, trouver sa place, être aimé et toujours heureux. Du coup, on peut se demander si le mec a un libre arbitre ou s'il est humain. Parce que véritablement, la première étape de ces instructions-là, c'est étape 1, respirer. Donc, déjà, le film commence sur un héros vraiment un peu matrixé. Genre. Oh, mais déjà, c'est pas un humain, c'est un Lego. Enfin, tu vois. C'est vrai. Enfin, non, mais littéralement, c'est un Lego. Enfin, à aucun moment, il est humanisé comme personnage. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Ah oui, oui. Enfin, comme tu dis, déjà, il y a le conformisme, juste en mode follow the instructions, tu vois, en mode, suivez les instructions. Donc déjà, tout le monde est pareil,
Alors oui, parce que tout le monde a le même mode de fonctionnement et en fait, ils ont tous, enfin, comment dire, ils ont tous l'air d'avoir le même mode de fonctionnement parce qu'ils ont tous des instructions, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'ils ont quand même développé des caractéristiques qui leur sont propres. Et ça, en fait, c'est un truc que Emmett découvre quand il regarde la vidéo au moment où il est avec le policier, ouais, le good cop, bad cop. Interprété par le génial Liam Neeson. Oui. D'ailleurs, tu sais, ça me fait penser dans la série Derry Girls. Il rejoue un policier Oui. qui fait et ça me fait rire. qui se laisse mener par le bout du nez par Par Angus, l'oncle par qui l'oncle. parle. Ça me bute. Allez voir Derry Girls, c'est incroyable. Ouais, c'est une C'est sur super bonne Netflix. série. Ouais. Oui, donc pour revenir sur ce que je disais, donc en gros, ils ont quand même développé tous des caractéristiques qui leur sont propres. Et ça, c'est un truc qu'Emmett se rend compte quand il regarde la vidéo et qu'en fait, il se dit, mais en fait, c'est que moi qui ne suis personne. Et à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où on prend conscience qu'on est personne, j'ai l'impression que c'est là qu'on se dit qu'en fait, on veut devenir quelqu'un. Donc, je pense que c'est un besoin primaire très égocentré de vouloir en fait avoir juste de la valeur aux yeux des autres. Mais surtout, dans le cas d'Emmett, je pense, c'est un peu de valeur aux yeux de ce qu'on appellerait l'élu, et le terme est bien choisi, l'élu de son cœur. Et là, en l'occurrence, on parle du personnage de Wildstyle. Donc, pour le personnage d'Emmett, on a quand même la première forme de désir à être spécial. Donc, cette première forme de désir, je pense qu'elle naît de la rencontre avec Wildstyle. Parce que déjà, on se rend compte que c'est un personnage qui vit seul. Donc d'ailleurs, c'est totalement triste, mais la seule chose avec qui il partage une conversation, c'est sa plante. Et ça, c'est parce que les instructions lui disent que le matin, il faut discuter avec des gens qu'on aime. Et donc lui, il parle avec sa plante. Mais surtout, quand je disais qu'ils sont pas humanisés et que c'est littéralement... Enfin, en tout cas, Emmett, c'est littéralement un Lego, c'est qu'en fait, on n'a aucune information, ni sur ses parents, ni sur ses origines. Donc en fait, on a l'impression qu'il a juste toujours été là, comme ça, et qu'il n'a jamais été enfant, qu'il n'a jamais eu d'évolution. En fait, c'est juste un personnage. On a l'impression qu'il arrive comme ça et qu'il a plus ou moins, je sais pas, 30 ans et qu'il a toujours été. Et pour moi, ça fait... C'est pour ça que je dis que ça fait très déshumanisé, ça fait très Lego au final. Donc c'est vraiment une pièce, le gars. C'est une pièce, c'est tout. C'est rien d'autre. Ouais, c'est littéralement un personnage qui n'a pas de passé, pas d'histoire, pas d'identité, que celle que l'on observe au moment présent où on le voit. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment juste un Mr. Nobody, sans identité, sans origin story. Et puis, enfin, tout ce qu'il a fait toute sa vie, c'est juste suivre un mode d'emploi de conduite qui l'a empêché de développer une identité et en plus des appréciations qui sont propres à lui-même. Donc, en gros, il a juste aimé ce qu'on lui a dit d'aimer. C'est tout. Et en gros, j'ai l'impression quand même que lui, il commence à se construire une personnalité, une identité, à partir du regard de l'autre. Qui, en tout cas, le regarde, dans un premier temps, le regard de Wildstyle, par exemple, ou de son mentor Vitrivius. Et je pense que c'est très lié à l'envie d'être apprécié, d'être aimé et d'être digne de l'autre. En fait, c'est se sentir spécial parce que l'autre nous voit comme quelqu'un de spécial. En tout cas, dans le cas d'Emmett, j'ai l'impression qu'il sort de ce truc-là grâce au regard de l'autre. Et on va dire au regard de quelqu'un pas juste qu'il apprécie, mais qu'il admire. Tu parlais être aimé aux yeux de l'élu de son cœur, et c'est littéralement ce que ressent Emmett vis-à-vis de Wildstyle. Mais en fait, dès le début, ça part pas d'un bon point de départ, parce que déjà, Wildstyle, c'est quelqu'un qui pensait et qui voulait être l'élu. Et elle lui dit littéralement, je cite, « Écoute Emmett, je voulais que ce soit moi. Je voulais être le spécial. Je sais, ça fait super immature, mais depuis que j'ai entendu la prophétie, j'y tenais. J'étais là sur ce chantier, à 2 doigts du but, et c'est toi qui l'as eu. » À savoir la pièce de la résistance, qui lui permet d'être l'élu. Bref. L'idée, en gros, qu'elle soulève ici, c'est qu'elle a échappé à son destin, que celui-ci lui a été volé, passé sous le nez, et que maintenant, elle ignore quelle sera sa destinée, comme si on lui avait volé son rêve. Et la réponse d'Emmett, elle est intéressante parce que ça montre que, littéralement, le regard de l'autre suffit à nous faire croire qu'on peut être spécial ou qu'on est spécial. Je cite, « Le soir où pour toi j'étais le spécial, tu as dit que j'étais doué, important. On m'avait jamais dit ça, et j'ai voulu tout faire pour être comme tu disais. » Et en fait, ici, c'est que même si Emmett, il savait qu'il n'était pas particulièrement spécial, le fait que quelqu'un croyait en lui, à défaut de lui-même, lui a donné des ailes pour vouloir et faire tout en son pouvoir pour être cette personne. Oui, je pense que c'est vraiment l'idée de se construire à partir du regard de l'autre. Et c'est pareil pour Wildstyle. Son nom, il est imprononçable. C'est pareil pour Wildstyle parce tu que... peux l'appeler Lucie, hein. Oui, non, mais on va garder Wildstyle parce que sinon on va se perdre. Mais c'est pareil pour elle parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle a construit une partie de son identité sur la prophétie. Donc en fait, ok, on va pas faire de la psychologie, mais je pense que c'est quand même assez compliqué de se construire sans le regard de l'autre. Et enfin, surtout quand on est des créatures sociales.
comme l'homme, je pense que c'est assez compliqué de se construire sans le regard. Enfin, on peut pas se construire sans le regard de l'autre. Du coup, je pense que c'est normal. Mais c'est vrai que c'est quand même très lié à cette volonté d'être spécial, d'être un élu, que ce soit pour l'autre, peut-être même plus que pour soi-même, au fond. Exactement. En tout cas, pour Emmett, c'est plus que pour soi-même. Oui, pour lui, c'est... Ouais, mais je pense pour les deux même. En vrai, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas forcément tout le background ni la psychologie du personnage. Mais je pense que pour Wildstyle, c'est à peu près pareil. Oui et non, parce que Emmett, il se posait absolument aucune question. C'est à partir du moment où il a rencontré Wildstyle que il s'est dit ah ouais, elle m'a dit que je suis spécial. Pourquoi je ne serais pas spécial? J'ai envie d'être spécial. Mais avant ça, on l'a vu au tout début du film, hein, il se pose aucune question, il vit sa vie de mec lambda et tout, comme un robot. Oui, ouais, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant. Je trouve que la chanson, cette chanson du démon, Vas-y, lance-toi. Everything is awesome. En gros, la musique a dit Everything is awesome when you're part of a team. Donc en gros, tout est génial quand tu fais partie d'un groupe, d'une team. Et pour moi, ça montre vraiment l'idée de l'importance de l'appartenance à un groupe. Donc en gros, on remarque que les héros, ils sont très souvent accompagnés, mais peu importe les héros, ils sont très souvent accompagnés de figures d'alliés ou d'adjuvants à la quête. Exemple typique, Harry Potter, c'est un trio, donc lui, Ron, Hermione. Pareil pour le Seigneur des Anneaux, avec Frodon, Pipin, Merry, Sam, enfin bref, il a toute sa clique. Et ici, en fait, on a la même symbolique d'appartenance à un groupe qui est importante, sauf qu'en fait, Emmett, c'est celui qui n'appartient auparavant à aucun groupe dans le vrai sens du terme. En fait, c'est juste une masse, mais lui, il fait pas partie d'un groupe. On voit qu'en fait, il est sans cesse rejeté. Par exemple, à la fin du travail, quand il veut aller boire un verre avec ses copains, et ben en fait, on se rend compte que c'est pas ses copains parce que tout le monde le snob et personne ne sait qui il est. Donc en fait, il pense appartenir à un groupe, sauf qu'en fait, il appartient pas à un groupe. Donc c'est un personnage qui n'a pas de rôle social dans le groupe auquel il se greffe. Et en fait, tout au long du film, sa place dans le groupe même des élus, donc ce qu'ils appellent les master builders. Maître constructeur. Voilà, les maîtres constructeurs, merci. Ainsi même que son rôle d'élu, tout est constamment remis en question. Pareil même avec son lien avec Wildstyle, parce qu'on se rend compte qu'en fait, elle est plutôt attirée par Batman que par lui. Donc en fait, c'est un personnage qui n'a même pas de vrai rôle social. Il est constamment remis en arrière-plan. Et dans un sens plus large, on voit que cette idée de valoriser le groupe plutôt que l'individu et ses capacités, c'est quand même assez problématique parce que ça tend à créer justement des figures de héros aux capacités hors du commun. Alors qu'en fait, on se rend compte que dans la réalité, la seule différence, elle réside dans le fait que certains testent et s'autorisent à devenir des maîtres constructeurs, voilà, et que les autres tombent dans un conformisme, mais juste en fait qui annule leur identité, mais qui valorise l'individu seulement comme un élément qui participe à renforcer le groupe. Donc d'ailleurs, en fait, on voit pas grande différence entre les robots de Lord Business, du grand méchant, qui font juste que obéir aux ordres et vénérer leur maître, et les vrais citoyens qui sont juste en fait des supporters du capitalisme avec leur café à $47, métro, boulot, dodo et des TV shows abrutissants. Donc en fait, on se rend compte que la masse des habitants, des citoyens, elle s'autorise pas à être plus que la masse. Donc en fait, forcément, les master builders, ils ont une allure d'élus et d'être extraordinaires. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont extraordinaires, c'est juste qu'ils se sont autorisés à sortir et à tester des trucs, style construire n'importe quoi avec ce qui leur est donné. Sauf qu'en fait, on se rend compte que faire partie de la masse et avoir des idées qui ressemblent à celles avoir des idées random, on va dire, normales, classiques, ça peut aussi être une forme d'atout, parce que par exemple, c'est ce qu'on voit dans Kung Fu Panda, donc le film qu'on traitera après, avec cette façon super peu conventionnelle de faire les choses. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, face à des gens qui sont extraordinaires, faire des choses de manière conventionnelle, c'est aussi extraordinaire. On entre dans un paradoxe. Ce film n'est que paradoxe. Oui. Et typiquement, Emmett, c'est la parfaite illustration de ça, en fait. Durant la séquence où Barbe d'Acier, il les sauve de la dérive, il leur indique au petit groupe de survivants que le seul moyen pour gagner, c'est d'avoir des idées comme celles d'Emmett. Car Emmett, il n'a pas des idées extraordinaires, mais ce sont des idées qui sont singulières. Je cite, « Des idées si bêtes et si mauvaises que personne ne peut soupçonner leur utilité. » Traduction, des idées tellement uniques et originales que personne ne penserait possible d'en tirer quelque chose. Sauf qu'en fait, elles sont même pas uniques et originales, elles sont juste normales. Elles sont originales dans leur application. C'est ça. Mais dans un groupe qui est un groupe d'élus. Voilà. Et typiquement, le plan d'Emmett, durant la séquence, c'est de suivre les instructions parce que l'ennemi ne s'attend absolument pas à cela et donc ne pourra pas les voir venir. Et il apprend surtout aux maîtres constructeurs à travailler ensemble.
car eux, ils cultivent leur créativité, chacun de leur côté, sans se préoccuper d'autrui. Et d'ailleurs, c'est ce qui a causé la destruction de leur sous-marin qui ressemble à rien du tout, bref. Tandis qu'Emmett, il ne travaille qu'en collectif, quitte à avoir aucune idée à lui. Et ça, on le voit notamment au tout début du film, quand il va au boulot, où il fait partie d'une grosse équipe bien huilée de chantier, où il peut construire des immeubles et tout, mais c'est une machine très bien huilée qui avance tout seul, voilà, chacun connaît son rôle, donc il sait ce que c'est de travailler en équipe. Et en fait, il nous dit que la clé du succès réside dans le fait de prendre le meilleur de ces deux méthodes. Et il nous le dit, je cite, « Vous êtes des maîtres constructeurs. Imaginez ce qui arriverait si vous travailliez comme ça. Vous pourrez sauver l'univers. » Et en fait, pour rejoindre ce que tu disais, le plan de leur business, c'est gommer les individualités des gens, donc leur singularité, pour avoir une masse uniforme afin de pouvoir globalement les asservir. Les maîtres constructeurs, eux, ils cultivent leur singularité pour s'extraire absolument du groupe, pour ne pas se fondre et s'oublier. Voilà, pour ne pas être comme des Emmett en puissance. Et en fait, Emmett, à ce moment-là du film, il nous dit que l'on peut trouver un juste milieu sans aller dans ces deux extrêmes, en cultivant les singularités de chacun dans un groupe. Franchement, quand même, juste pour... On va pas s'étaler dessus, mais juste pour dire quand même, c'est super politique comme truc. Enfin, le film, je me rappelle plus en quelle année il est sorti. 2014. Il est sorti en 2014 pour dire quand même qu'en 2023, c'est exactement ce qu'on est en train de voir arriver politiquement dans... je vais parler d'Occident. C'est ce qu'on est en train de voir arriver en Occident. Du coup, ça me fait quand même rire parce que le film avait déjà bien saisi les tenants et aboutissants de politique, on va dire. Exactement. Et en fait, Emmett, il est tellement un produit issu de la masse que c'est tellement une coquille vide que lorsqu'il doit prononcer un discours pour motiver les maîtres constructeurs pour les rallier à sa cause, à savoir passer par la case obligée du héros qui doit faire un discours pour motiver les troupes, en disant globalement, les gars, la situation, elle est pas ouf, on va peut-être probablement mourir, mais avec du courage, on peut y aller. Allez, let's go. Ça, c'est typiquement le discours avant la bataille que l'on voit au Seigneur des Anneaux, que dit Erwin dans SNK en mode mes soldats, on va tous crever, mais allons-y, let's go. Pareil, c'est le discours de Neville quand Harry Potter et tout le monde pense qu'il est mort et tout. Donc, c'est une case obligée. Sauf qu'ici, en fait, il est tellement dans la constatation de ce qui ne va pas, il le dit tellement avec entrain qu'il oublie la partie où il doit donner de l'espoir aux gens. Je cite, « Je ne suis pas un maître constructeur. Je n'ai peut-être pas l'expérience d'un combattant, meneur d'hommes ou stratège. Je suis aussi trouillard et lâche. Vous vous dites, il n'y a pas moins qualifié que lui pour nous mener, et vous avez raison. » Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, suite à ce merveilleux discours, tout le monde se casse, tous les maîtres constructeurs qui voulaient rassembler se cassent. Cuckooland, l'endroit où ils sont, se retrouve envahi par les méchants policiers. Tout le monde emprisonné et seule l'équipe de 6 parvient à s'échapper. L'humour de ce film est quand même extraordinaire. Mais bon, du coup, puisqu'on parle de conformisme, je pense que pour tout héros qui sort de ce conformisme-là, à un moment donné, il faut qu'il soit supporté, il faut qu'il soit encouragé, il faut qu'il soit formé par la figure du mentor. Ça, c'est une figure qu'on va retrouver. Déjà, on retrouve ça, par exemple, dans la structure du héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Et comme on disait avant, donc, le héros est toujours soutenu par des alliés, mais aussi par la figure du mentor. Et ici, on se retrouve avec une figure du mentor, on va dire, particulière. Donc, c'est le personnage de Vitruvius. Déjà, son apparence, c'est le cliché total de la figure du grand sage, avec sa barbe blanche, son bâton et sa robe de sorcier en mode Gandalf. Ou Dumbledore. Ou Dumbledore, ouais, aussi. Et c'est drôle parce que, en fait, Vitruvius, typiquement, c'est, comme tu dis, c'est une parodie du sage. Mais la parodie au-dessus, c'est qu'il est interprété par Morgan Freeman. Et Morgan Freeman, c'est typiquement l'acteur qui joue toujours des rôles de sage. Donc ici, c'est cette idée que l'acteur, il parodie ses rôles, sa carrière, au second degré, en incarnant Vitruvius. Et c'est juste incroyable. Rien que ça, c'est du gros génie. Oui, et d'ailleurs, on reviendra sur l'humour au second degré un petit peu plus loin dans l'analyse. Mais donc, on peut dire que c'est une figure de mentor, mais qui n'a rien de sérieux, alors qu'habituellement, justement, ces figures, c'est la figure du sage, c'est la figure de la sagesse, du sérieux, de l'importance. Quoi. Donc déjà, le film commence avec Vitruvius qui se fait tège par Lord Business après avoir dit la prophétie, et qui se retrouve donc à jouer du piano dans un saloon. Donc déjà là, on a une figure qui est un peu, on va dire, moquée, sans compter que Vitruvius meurt, et de manière quand même plutôt anecdotique, alors qu'il vient de terrasser toute une armée avec un déambulateur. C'est exactement ça en fait. C'est l'idée qu'il y a zéro sérieux, et ce qui est drôle, et ce dont on va faire tout le film, tout du long, c'est faire agir ces personnages au premier degré et en rigoler au second degré. Typiquement, au tout début du film, du coup, on a Vitruvius qui dit « I can see
everything. En mode, je peux tout voir, omnipotent. Et l'instant d'après, boum, il a rendu aveugle par le laser de Lord Business. Pareil, au moment de mourir, il dit un esprit corrompu ne peut rien contre l'imagination. Et là, pouf, il se fait décapiter par Lord Business. Et pareil, avant le discours de Emmett, il dit le spécial va prononcer un discours éloquent. Et comme on l'a vu, bah, ça se produit pas. Et en fait, c'est l'idée que le film joue sur la figure du prophète qui voit tout, à savoir, il doit être omnipotent, du savoir, de la sagesse et tout. Et dans le film, bah, Vitrévius, il voit tout, parce que certes, il raconte une prophétie qui se réalise, mais en même temps, c'est un personnage qui ne voit rien du tout. Et rien que ça, c'est hilarant. Oui, c'est surtout quand même l'idée que les scénaristes, ce qu'ils font, c'est ridiculiser des figures qui sont vues comme des archétypes importants, style le sage, style l'élu. En fait, la seule chose qu'ils font, c'est prendre des figures qui sont sérieuses et qui sont montrées comme des autorités pour les casser. En mode, non, bah en fait, ton mentor, oui, cool, mais il meurt. Et en plus, il meurt de manière ridicule. Et surtout, ça se voit avec la prophétie. Surtout la prophétie qui est de nouveau quelque chose quand même de... Enfin, comment dire, c'est un motif, un symbole qui date de l'Antiquité. Et là, on se rend compte que la prophétie qu'il va réciter est juste complètement ridicule. En gros, la fin de sa prophétie, c'est quand même « Et il sera la personne la plus extraordinaire, la plus intéressante et la plus sublime ». On dirait plus un culte de la célébrité plutôt qu'une prophétie liée à un héros et à des vertus héroïques. Il parle pas de courage, il parle pas de vertu, ni de sacrifice, ni aptitude phisique. Non, il parle de extraordinaire, intéressant, sublime. On dirait, je sais pas, on dirait une pub, quoi, le truc. Wow. Ouais, on dirait un casting, quoi. Mais en plus, ce qui est drôle avec cette prophétie, c'est qu'elle est absolument pas spécifique. Au contraire, elle peut s'adresser vraiment à tout le monde. Littéralement, il est dit homme, femme, visage jaune citron, donc forcément à l'ego, là, avec d'incroyables superlatifs génériques, comme tu l'as dit, toutes les qualités, etc. Donc vraiment, c'est en mode le siège est vide, qui peut s'asseoir dedans, qui vous voulez, voilà. Et franchement, moi, sa prophétie, elle me fait penser à ce qu'on appelle l'effet Barnum en psychologie. En gros, tu vas prendre quelque chose que tu vas prendre, par exemple, c'est comme les horoscopes, c'est la même idée. En gros, tu vas prendre un... Désolée pour toutes les personnes qui font de l'astrologie. En gros, tu vas prendre, par exemple, la prophétie. C'est très général quand tu l'analyses. Sauf qu'en fait, quand tu l'écoutes, ils vont donner suffisamment d'aspects spécifiques pour que tu aies l'impression que ça puisse parler de toi. Sauf qu'en fait, c'est des aspects qui sont quand même généraux. Et donc, en fait, ça peut s'adresser à tout le monde. Sauf que toi, quand tu l'entends, c'est juste suffisamment spécifique pour que tu aies l'impression que ça te concerne. Donc, en fait, tu te sens concerné, alors qu'en fait, n'importe qui écoute la même chose va se sentir concerné. Et qu'en fait, c'est juste des jeux de langage, quoi. C'est des jeux de psychologie et de langage. Ah, totalement. Hein. Oui, c'est un jeu de manipulation, entre parenthèses. Oui, de ouf, c'est de la manipulation psychologique. De ouf. Et bah d'ailleurs, à la mort de Vitrévius, qui est marrant, c'est que du coup, là, il y a sa tête qui roule pour dire un dernier message. Bah, on apprend en fait que la prophétie, elle n'existe pas, comme dans le Kung Fu Panda. Et la raison de pourquoi, bah, c'est son fantôme du coup qui le dit. J'ai inventé la prophétie, sachant que quiconque trouverait la pièce deviendrait le spécial. La seule chose qu'il faut pour le devenir est de croire que l'on peut l'être. Ça rappelle le poster de Chaton, mais c'est vrai. Regarde ce que tu as fait quand tu y croyais. Il te suffit d'y croire encore. Oui, en fait, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est juste une forme d'effet placebo pour l'esprit. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Oui, oui, En gros, c'est pense que tu peux le devenir et tu le deviendras. tout à fait. Donc tu l'as jamais été, par contre, je t'ai fait croire que, et parce que je t'ai fait croire que, tu l'es devenu. Exactement. Et la suite du dialogue, bah, c'est Emmett qui dit comment décider de croire que je suis quelqu'un de spécial. C'est faux. Et lui dit parce que le monde en dépend. Et du coup, l'idée, c'est que même si tu n'y crois pas, bah, peut-être que le destin du monde, ça peut un peu te motiver un peu. Et tout comme les deux films, à savoir Kung Fu Panda et Lego, on nous annonce déjà que tout le monde peut être un héros. Bon, aussi Spider-Man, bref. Et les deux films l'annoncent dès le début, avec notamment le rêve de Poe et la prophétie de Vitrévius. Et pourtant, en fait, on le comprendra, nous, spectateurs, qu'à la toute fin du film. Donc en fait, le film, il plaisante avec brio d'un cliché scénaristique, en nous annonçant déjà la fin de l'histoire, qu'on nous a déjà dit. Enfin, bref, c'est très paradoxe, tout ça. Oui, donc en gros, c'est ce que j'appelle le côté autoréalisateur de la prophétie. Lui, il dit que la prophétie a été inventée. Sauf qu'en fait, on se rend compte quand même à la fin du film que c'est pas vraiment un hasard si c'est lui qui a été choisi. Tout le long, ils nous disent qu'en fait, n'importe qui aurait pu être l'élu, n'importe qui aurait pu être choisi. La prophétie, elle est super générale. Elle contient des éléments super généraux, donc qui sous-entendent tout le monde pourrait être ta. Sauf qu'en fait, à la fin du film, on se rend quand même compte que c'est pas vraiment un hasard. Parce que par exemple, même si Emmett, il est nul et qu'il a aucune capacité à faire quoi que ce soit et qu'il a des idées pas terribles, et en fait, il fallait quand même quelqu'un de random comme lui pour y arriver.
Donc ça pose quand même la question de est-ce que Vitruvius il dit la vérité ou pas? Oui, c'est exactement ça. Et je te rejoins dans le fait que, enfin, c'est pas forcément un hasard quand Emmett il revient dans le monde Lego après être allé dans le monde des humains entre parenthèses. On peut se dire, ok, bon, c'est bon, il a eu la révélation, maintenant il est en mode God mode. Mais en fait, l'endroit où il atterrit, typiquement, il atterrit comme un astéroïde, comme un Superman en puissance. Bah, c'est pas un hasard en fait, parce Oui. qu'il débarque dans un chantier de construction. Et pourquoi c'est pas anodin? Parce que c'est le lieu parfait pour qu'il développe tout son plein potentiel de maître constructeur. Et tout simplement, en fait, il le dit lui-même, il connaît chaque pièce et recoin des bâtiments qu'il a construits. Et typiquement, je crois que le lieu où il s'écrase, c'est le lieu du début du film. Oui, c'est le chantier où il travaille à la base. Oui, exactement. Et du coup, il peut imaginer chaque pièce et enfin leur donner la forme, la construction qu'il veut sans manuel de construction, d'instruction. Oui, et là d'ailleurs, on a quand même l'idée du retour, enfin on dira la boucle est bouclée, c'est l'idée du retour à la case départ. C'est pour ça qu'on parle de côté autoréalisateur. Mm. Dans le sens où ça s'est réalisé. Ouais, bref, de toute façon les gens ont compris. Donc c'est quand même l'idée de retour à la case départ dans le monde d'origine. Donc le héros retourne exactement au début du film, là où il a commencé son truc, là où il a trouvé en plus la pièce de résistance à la base. Sauf que le héros a changé. Donc il n'est pas le même qu'au début. Là, il a développé des capacités qui sont des capacités déterminantes à sa réussite. Et ça, on le retrouve aussi dans le schéma de Joseph Campbell, du héros aux 1000 visages. Ah, tout à fait. Au début du film, il n'avait aucun proche, aucun ami. Et là, il débarque et tout le monde est en mode Emmett, ouais. En fait, c'est quand même l'idée que le héros revient dans le monde d'origine, mais qu'il a changé. Et parce qu'il a changé, parce qu'il a des capacités différentes, et ben en fait, il est capable à ce moment-là de changer les autres et de changer le monde, donc de sauver entre guillemets le monde. Et comme il est capable de changer les autres, et ben c'est pas juste ses alliés qui changent ou par exemple juste la masse, comme à un moment donné, justement ils se mettent à dire à tout le monde qu'ils sont capables de construire des choses, etc. et tout. Lui, il va jusqu'à changer en fait le méchant. Oui, exactement. C'est comme Po avec Tai Lung dans Kung Fu Panda. Il fait littéralement la paix avec le méchant en mode on est pareil, personne n'est spécial et en même temps tout le monde peut l'être. Il dit, je cite, non, je veux que tu te joignes à moi. Tu n'es pas obligé d'être le méchant. Tu es le plus doué, le plus intéressant et la plus extraordinaire personne de tout l'univers. Et tu es capable de choses fabuleuses car tu es spécial. Comme moi, comme tout le monde. La prophétie a été inventée, mais elle est vraie. Elle nous concerne tous et là, elle te concerne. Et tu peux encore tout changer. Soit dit en passant, j'adore ce discours. Je le connais par cœur en VO. Il pourrait changer des vies. Merci les gars. Oui, en plus, il redit la prophétie de Vitruvius. Exactement, il ressort le truc hyper générique. Il réutilise la prophétie pour vraiment aider son prochain, quoi. Enfin, Vitruvius, c'est un génie, en fait. C'est un génie. Un génie sous-estimé, décapité. Exactement. Après, personnellement, le film a une double lecture. Donc, on a toute une partie qui est en animation dans le monde d'Emmett, Wildstyle, etc. Et ensuite, à un moment donné du film, plutôt vers le milieu-fin, ça switch. Et en fait, on arrive à certains passages du film qui sont en live action, donc avec des vraies personnes. Et moi, personnellement, j'ai quand même une réserve sur cette double lecture avec les parties en live action. Pour moi, c'est un petit peu trop redondant et je trouve que ça explique certaines choses, mais pour moi, c'était pas forcément nécessaire. Je pense que j'aurais préféré quand même que ça reste uniquement dans l'univers Lego, avec la partie... il y a peut-être quelqu'un qui joue avec eux, on sait pas trop s'ils sont manipulés ou pas, mais j'aurais préféré que ça reste suggéré, en fait, sans être dévoilé. Parce que là, ça rend pour moi le film quand même un petit peu plus enfantin. Parce que du coup, ils sont manipulés par un petit enfant. Je sais pas, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Moi, j'aimais bien juste vraiment le gros délire Lego poussé à son paroxysme avec juste l'utilisation du Lego, mais sans que ce soit forcément manipulé par un être humain. Alors oui et non. Et c'est là où Rita et moi avons un désaccord, ce qui est rare. Quoique non, mais voilà. C'est pas rare, non? C'est que moi, j'adore cette séquence. J'adore cette séquence parce qu'en fait, déjà, je trouve c'est deux strates de fiction qui se rencontrent. Parce que déjà, il y a celle d'Emmett, l'histoire que le fils raconte, et celle où le fils vit, à savoir un enfant qui essaie de s'amuser avec les jouets de son père. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'histoire avec les personnages réels est affectée, on observe que ça affecte aussi l'histoire de Emmett. Et du coup, il y a une fiction qui écrit une autre fiction. Et là où je suis pas d'accord avec toi, Rita, c'est que c'est pas seulement l'histoire du petit garçon là qui manipule Emmett et tout, c'est que le film prouve que Emmett arrive à retrouver un peu le libre arbitre, à tous les sens du terme, à savoir au sens de l'histoire de son histoire à lui, mais aussi à l'histoire il n'est pas manipulé par
par un grand Manitou, un petit garçon. Et ça, on le voit notamment dans la séquence où le père, du coup, il s'aperçoit de tout ce que son fils fait. Il décide de recoller Emmett là où il est censé appartenir. Et on ne sait pas pourquoi, Emmett arrive à se mouvoir de par lui-même. Enfin, vraiment, il bouge comme des petits spasmes, quoi. Et il y a un plan qui, je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a un plan subjectif où le spectateur est mis dans la position d'Emmett et où on voit Will Ferrell en train de nous regarder. Et là, typiquement, ça nous renvoie à notre condition de spectateur. Oui, mais moi je trouve quand même que même sans cette partie-là, on aurait quand même gardé le côté il reprend du libre arbitre. Là, ok, c'est carrément une pièce de Lego qui se met à vivre toute seule. C'est un peu la nuit au musée, mais En fait, il sort du contrôle de Will Ferrell, qui veut qu'il soit un ouvrier de chantier, Oui, et il sort ok. du contrôle du fils, qui veut qu'il soit le héros d'une histoire. Là, il reprend le contrôle sur sa vie. Il retrouve son libre arbitre. Et après, le fils lui dit, il le permet de rentrer dans le tube qui permet de revenir à son monde. Et il dit, à toi de jouer Emmett. En mode, c'est comme s'il avait été accompagné par le fils et que maintenant, il lâchait les rênes et c'était, Oui. tu es libre. C'est vraiment la définition de la liberté la plus totale. Oui. Ok. Vu comme ça, oui, mais permets-moi d'avoir des réserves. Non, je te le permets pas. Et ben alors, je vais parler de l'humour, parce que là-dessus, on sera d'accord. Non, quand même, juste pour faire une petite parenthèse sur l'humour et une petite parenthèse sur l'animation, je trouve quand même que c'est un humour super pop culture et c'est très à double lecture, quoi. Déjà, j'adore le fait que tout se ressemble. Donc, ils ont tous cette base jaune, jaune citron, littéralement, avec un visage presque pareil. Et du coup, ça joue quand même avec l'idée du conformisme. Et même les scènes avec le policier, elles sont juste hilarantes parce que il y a un moment donné où il a cette espèce de affiche wanted où il cherche Emmett, sauf qu'en fait, ça pourrait être littéralement n'importe quelle autre pièce de Lego, quoi. Parce qu'ils ont la même tête. Donc je trouve que c'est vraiment un humour du détournement où on prend des figures pop, des figures, par exemple le héros torturé, le naïf, le good cop, bad cop, le mentor, et en fait ils prennent tout ça au second degré pour se moquer. Il se moque même il se moque du narcissisme de Batman, de sa figure de héros torturé, de l'épicurisme de ce personnage-là, l'espèce de petit chat licorne, la Unikitty. Mais du coup, c'est toujours un humour super intelligent parce que c'est un humour qui montre les limites de certains archétypes, qui montre aussi les limites de certaines figures populaires et adorées, style Batman. Comme on l'a dit avant, je pense que la figure dont on se moque le mieux, quand même, ça reste celle du mentor avec Vitruvius. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on peut s'attarder à chaque personnage, et chaque personnage est très bien moqué, entre parenthèses. Mais... Oui. Et du coup, si on s'attarde à chaque personnage, c'est intéressant de voir ce qu'ils en ont fait, quoi. Mhm. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'humour aussi, c'est que c'est un humour assez acerbe. Bon, on dirait pas, hein, mais acerbe avec la réalité. Lord Business a des robots qui s'appellent du micromanagement. Et là, on ne peut que voir le parallèle avec la réalité, à savoir que ce sont des robots dont le rôle est de mettre les Legos dans la position parfaite. Et le fait que ça s'appelle micromanagement, on voit un peu le parallèle potentiellement avec les managers dans les entreprises, avec cette idée de volonté de contrôle, quoi. Et en même temps, le gars s'appelle Lord Business. Oui, voilà, c'est une contraction de lord, Tu vois, à savoir une figure de seigneurie, quoi, de noble. voilà, de seigneurie et tout, et business, le pouvoir économique, donc pouvoir politique et économique en une personne, voilà. Pareil, il y a Wildstyle, quand elle va pour motiver tous les habitants pour que ceux-ci se rebellent, elle dit sur l'écran géant, vous ne me connaissez pas, mais je passe à la télé, donc vous pouvez me croire. Sous-entendu que tous ceux qui apparaissent à la télé ont une parole à minima légitime ou intéressante, ce qui n'est, pas souvent le cas quand même. Hein. Bonjour BFM TV. Oh, moi j'aurais plus dit CNews, mais bref. Bref. Tu prends à peu près toutes les chaînes d'infos, tu les fous là, ça passe, hein, c'est le même délire. Non, France Info, c'est cool. Ouais. Ça explique. Bref, je suis un gaucho. Allez vous faire foutre. Bon, et pour finir sur la parenthèse animation, je trouve quand même à dire que c'est génial. Déjà, j'avais lu qu'il y avait... en gros, ils ont laissé créer des empreintes digitales sur les figures pour donner l'air d'un vrai stop motion avec de la texture. J'ai trouvé ça ouf. Le niveau de détail dans lequel ça va. Et il y a aussi le côté totalement assumé Lego, donc pièces de Lego, avec par exemple l'eau qui tombe en mode des toutes petites pièces rondelettes toutes bleues. Et pareil pour la mousse, mais en gris, le fil du fantôme de Vitruvius qui dépasse. Donc c'est vraiment, ils poussent le truc à fond, avec le côté objet du monde réel qui sont un peu comme des reliques pour eux, donc un truc extraordinaire qu'ils mettent, style nos œuvres d'art dans les musées, quoi. Tu vois. Et je trouve que c'est vraiment l'univers du jeu qui en ressort sous toutes ses formes. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fait du film un film
assez ouf. C'est qu'on a le jeu dans la narration, donc avec, comme on disait, avec de l'humour, avec des moqueries, aussi une forme de second degré même dans la manière de raconter l'histoire. On a le jeu à proprement parler Lego, le jeu de l'animation, on a la dérision et on a le côté double lecture avec toujours une forme d'inventivité et de côté super ludique. Tu parlais du jeu et moi, ça me donne envie vraiment de parler de la morale du film. C'est important de l'évoquer parce que c'est pas notable, mais c'est juste le plus grand hold-up, je trouve, du siècle, à savoir que le film, il se fout littéralement de la gueule des possesseurs de Lego, notamment en les comparant à leur business, à savoir, je m'explique, hein, m'attaquez pas tout de suite, à savoir des personnes qui prennent des Lego, suivent les instructions et exposent leur création dans un musée. Enfin, ce qui est totalement normal. Hein. On achète une boîte de Lego, on suit les instructions, on construit notre pièce, on est content, youpi, on l'expose. Et le film, en fait, il nous dit que ce conformisme que nous impose ce jeu de construction, c'est pas une fatalité, en fait. C'est OK de ne pas suivre des instructions, de prendre des pièces et de créer quelque chose de nos mains sans forcément avoir un plan bien précis, si ce n'est que l'on est guidé par notre imagination. Et ça, ça permet d'être une super métaphore de la vie, je trouve, parce que ne pas se plier aux conventions, faire rayonner notre singularité, notre différence pour trouver notre voie et atteindre notre plein potentiel, c'est magnifique. Et c'est Emmett qui le dit si bien. Regarde tout ce que ces gens ont construit. Tu y vois du désordre, moi j'y vois des gens qui s'inspirent mutuellement et de toi. Des gens qui prennent ce que tu as fait pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est magnifique. Et ce qu'on peut traduire par là, c'est que les gens, créez votre propre vaisseau Star Wars. Libérez-vous des conventions, des instructions. Étape 1, breathe. Étape 2, parlez avec des gens que vous aimez. Non, je déconne, mais ça, on l'enlèvera. C'est ça.